Mondial 2026 de football, faut-il boycotter les États-Unis en raison de la politique controversée de Donald Trump? La petite musique commence à se faire entendre, en particulier en Europe. Avec nous pour en parler, Éric Coquerel, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu, vous êtes député français LFI, la France Insoumise, grand passionné de football. Avec nous également Simon Dutin, journaliste à RMC Sport, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu, Simon, et Nicolas Xis-Martov, bienvenue également et bonsoir, journaliste. Bonsoir. Vous écrivez notamment pour SoFoot et vous êtes l'auteur du livre Qatar, le mondial de la honte. C'était évidemment il y a quelques années. C'est aux éditions Libertalia. La Coupe du monde de football, je le dis en préambule, se jouera sur le continent américain du 11 au 19 juin à travers 3 pays, Canada, Mexique, États-Unis. Avant de vous donner la parole, messieurs, direction Berlin. Pourquoi Berlin? Parce que c'est en Allemagne, semble-t-il, que cette idée du boycott a pris corps de manière sérieuse. Notre correspondante Hélène Kohl est en direct. Bonsoir Hélène, où en est-on à ce sujet exactement? Alors officiellement, la question est tranchée puisque plusieurs poids lourds du gouvernement allemand se sont positionnés et ils ont écarté l'idée d'un boycott. Le ministre fédéral de l'Intérieur, chargé des sports, estime que le foot n'a pas à devenir l'otage de la politique. Et puis le vice-chancelier, lui, estime que c'est une idée absurde, du grand n'importe quoi. Cela dit, ici à Berlin, on sent bien que le débat n'est pas tout à fait tranché puisqu'il y a un proche du chancelier, le porte-parole de son parti, la CDU, pour les affaires internationales, qui avance maintenant l'idée d'un boycott comme un ultime recours pour faire pression sur Donald Trump au cas où ce dernier ferait volte-face d'ici la compétition sur la question du Groenland. Voilà pour la politique. Du côté des instances du foot, on marche sur des œufs. Le vice-président de la fédération dit maintenant qu'on ne peut plus faire semblant, qu'on ne peut plus fermer les yeux sur la situation intérieure aux États-Unis. Et donc, la fédération cherche maintenant une ligne de crête. On ne veut pas d'un boycott frontal et en même temps, on cherche ce qu'on appelle ici un positionnement critique. En gros, on participerait à cette compétition, mais une fois sur place, on multiplierait les gestes symboliques en faveur des droits et des valeurs démocratiques, un peu comme ce qui s'était passé au Qatar il y a 4 ans, avec donc un exercice d'équilibriste assez périlleux, très critiqué à l'époque et qui s'était soldé par un échec sportif pour la Mannschaft, éliminée au premier tour. Merci beaucoup Hélène en direct de Berlin, en Allemagne pour TV5 Monde. Éric Coquerel, la première question est pour vous. Pourquoi êtes-vous en faveur de cette idée du boycott? Vous en êtes même, on peut dire en France, l'un des initiateurs. Pourquoi? Du côté politique, oui. Alors, très exactement, je précise, l'idée n'est pas que l'équipe de France boycotte la Coupe du Monde. Hein. Oui, c'est bien de le préciser. Voilà, non, c'est bien parce que des fois, quand on parle de boycott, c'est cet élément-là qui est mis sur la table. L'idée, c'est de dire que comme il y a 3 pays qui organisent cette Coupe du Monde, dont 2 d'ailleurs qui sont les parents pauvres un peu du nombre de matchs, le Canada, le Mexique, eh bien, parmi les mesures de rétorsion vis-à-vis de Donald Trump, l'idée de ne pas aller aux États-Unis pourrait du coup devenir assez crédible et réaliste. D'autant plus qu'il y a une particularité, vous avez remarqué, c'est qu'on va organiser une Coupe du Monde dans 3 pays. Et le pays, on va dire, leader de cette Coupe du Monde est en train de s'en prendre aux 2 autres, avec des menaces, pas qu'un peu. Là, il y a un tweet de Donald Trump il y a quelques jours, c'est avec de l'IA, il reçoit tous les dirigeants européens, un peu comme les sermonnant comme des enfants, et on voit une carte sur laquelle il n'y a pas seulement le Groenland, qui est avec bannière étoilée, il y a aussi le Canada. Donc on est quand même dans un contexte un peu spécial, quoi. Avec des menaces sur les 2 pays voisins. Mais alors, pourquoi? Quel est, dans la politique de Donald Trump, ce qui vous incite à dire 0 match de football sur le sol américain? Alors, il y a 3 éléments. Bon, alors, la proposition que j'ai faite, si on s'en souvient, je l'ai fait juste au moment où il y avait des menaces d'invasion du Groenland. Moi, j'ai tendance à penser que si l'invasion avait eu lieu, et rien ne dit que Donald Trump ne va pas revenir sur cette affaire, je crois que la question du boycott serait montée très vite, si vous voulez. Simplement parce que c'est une partie du territoire européen appartenant à un membre de l'OTAN. Donc on voit bien qu'on serait rentré dans une situation telle qu'il aurait été quand même compliqué du coup d'aller aux États-Unis. Mais sinon, il y a 3 raisons. Il y a d'abord le fait que Donald Trump est en train de jeter par la fenêtre le droit international. Pas qu'un peu. Bon, y compris en allant mettre une organisation concurrente de l'ONU en place, dénoncer quatrièmement toutes les instances internationales et que la FIFA, c'est une instance internationale. La deuxième raison, c'est le climat intérieur. C'est-à-dire, il y a
avec ICE, c'est-à-dire une milice, il faut bien dire son nom, qui sème la terreur dans pas mal d'endroits des États-Unis. Il y a quand même quelque chose d'inquiétant qui est en train de se faire. Cette police fédérale de Voilà. l'immigration. Et la troisième chose est plus sportive, parce qu'il a normalement un certain nombre de cahiers des charges. Le fait que, par exemple, puisse être exclu des supporters de 15 pays, dont par exemple le champion d'Afrique, le Sénégal, le fait que les signes LGBT puissent être, comme ça avait été au Qatar, on puisse imaginer qu'ils soient exclus des stades, le fait que les prix des places soient 5 fois plus chers qu'ils l'étaient au Qatar, le fait qu'il menace des pays, des villes organisatrices comme Boston et je crois San Francisco, si je ne me trompe pas, d'être privés de la Coupe du Monde s'ils ne sont pas suffisamment obéissants. Ça fait beaucoup de griefs, moi, selon vous. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a une récupération politique du football, quoi. Nicolas Xismartov, est-ce que vous êtes pour ce boycott? Est-ce que vous auriez écrit là le même livre que vous aviez écrit pour le Qatar? Alors, c'est quand même deux situations différentes. Moi, ce que je remarque, mais c'est ce qui me frappe le plus, c'est à quel point dans mon livre, il y a marqué le boycott n'aura pas lieu parce que je savais que la France ne pouvait pas vendre ses rafales et boycotter le Qatar. Donc, je n'étais pas naïf. Je savais comment fonctionnait la géopolitique. Mais ce qui me fascine, c'est que Donald Trump a rendu audible, discutable, la question du boycott de la Coupe du Monde de football par les gouvernements. Et moi, je me place d'abord à ce niveau-là. Et la fédération allemande, non, mais en Europe, par exemple, les fédérations dépendent des gouvernements. En France, il y a une délégation de service public. C'est au gouvernement, à l'État de prendre une décision. Mais non pas qu'on le valide, mais aujourd'hui, on discute calmement. Moi, j'ai fait des plateaux télé où j'étais très étonné de voir des gens, y compris situés à droite. Ils étaient contre, mais c'était plus le méchant wokiste, islamo-gauchiste qui vient nous embêter, nous gâcher notre plaisir. C'était plus du tout ça. Trump a une telle virulence dans son approche de la politique internationale que ça a un peu réveillé tout le monde. Moi, je rebondirais sur plusieurs choses qui ont été dites. Je ne sais pas si j'écrirai exactement le même bouquin, et j'en sors un le 6 mai où je vais expliquer un peu quand même mon point de vue. Mais la chose qui est pour moi très importante, c'est qu'il y a effectivement la question de la géopolitique. Le positionnement de Donald Trump, ça a été très bien expliqué. Il y a aussi peut-être se positionner en solidarité avec les personnes qui se mobilisent aux États-Unis même contre ce qui est en train de se passer. Pris de leur vie parfois. Pourquoi ne pas aller sur place pour les soutenir justement? Mais moi, la question, c'est, je ne me peux même pas me positionner sur est-ce que l'équipe doit y aller. Ouais. C'est savoir qu'est-ce que nous, on envoie comme message à Trump. Et il y a un dernier point, et puisqu'on voit des photos d'un Trump avec Infantino, c'est qu'il faut sauver le football de Trump et d'Infantino. Monsieur Infantino, qui est devenu le laquais de Donald Trump, et encore, je suis poli, c'est un point où même Sepp Blatter trouve que ça devient compliqué. Et je rappelle enfin autre chose, il y a des figures aujourd'hui dans le football, et M. Leroy par exemple, qui est un entraîneur très respecté, qui expliquait l'Afrique ne peut pas se faire, comment dirais-je, étouffer par la suppression des aides comme USAID, se faire humilier en permanence par les États-Unis, jusqu'à avoir des propos à son égard qui sont d'un racisme venant d'un État assez hallucinant, notamment sur les Somaliens, et se rendre sur place. Voilà. Je rappelle par ailleurs que M. Philippe Diallo est d'origine aussi sénégalaise et je ne sais pas s'il sera en sécurité en circulant autour d'un stade avec ICE. Simon Dutin, faut-il mettre hors jeu, oui ou non, les États-Unis? Alors moi, je vais vous surprendre, je suis contre le boycott et je pense qu'il est, au nom justement d'un principe de réalité absolument impossible à envisager. Je crois que c'est les Jeux Olympiques de 1980 qui avaient été boycottés par certains pays occidentaux. Bon, ça n'a pas permis de faire tomber, a priori, ni le mur de Berlin tout de suite, ni l'URSS. Donc, il faut se demander ce qu'on cherche par ces actions. Et encore une fois, Nicolas l'a rappelé, on parle d'un pays qui, jusqu'à preuve du contraire, reste un pays démocratique, même s'il y a, on en convient tous, un glissement autoritaire de la part de... S'il envahit le Groenland, on ne peut pas dire à l'Ukraine... Alors, on ne peut pas dire à la Russie, vous envahissez l'Ukraine, vous ne pouvez pas... C'est le seul le point d'accord que j'aurais avec le développement qui a été fait par M. Coquerel. En effet, si d'ici la Coupe du Monde, il y avait une invasion du Groenland, voire du Canada, comme il a menacé de le faire avec... S'il y a des drones américains qui bombardent le territoire mexicain, comme aujourd'hui, ils le menacent contre les narcotrafiquants. Je veux bien qu'on fasse de la politique fiction. Et voilà, de la politique fiction, jusqu'à preuve du contraire. Ça n'est pas pas encore sur le point d'arriver. Je pense que il vaut mieux. Enfin, moi, je suis pour une présence critique,
une absence qui serait un peu démissionnaire. On l'a vu récemment, vous parliez de la police ICE. On a quand même un émetteur très fort, nous, Français, avec Victor Wembanyama, la superstar de l'équipe de basket des San Antonio Spurs, qui s'est récemment, en conférence de presse, on lui a un peu tendu la perche, s'est exprimé justement sur les agissements de cette police. Cette déclaration, elle a fait le tour du monde, pas seulement dans les sphères des amateurs de sport. Elle a eu beaucoup plus de retentissement que tous les reportages, que les radios, les télés françaises ont pu y consacrer. Donc pour vous, c'est l'occasion, justement. Je préfère Kylian Mbappé en conférence de presse à Boston ou à New York en disant que les agissements de ICE sont absolument scandaleux ou que la politique migratoire des États-Unis Sur cet argument, Éric Coquerel, vous entendez, c'est intéressant. Par exemple, prenons le match Égypte-Iran. Bon, les deux pays et les deux fédérations disent attention, surtout pas de signes LGBT dans les stades. C'est le match des fiertés. Hein. Il a été maintenu, mine de rien, malgré effectivement les protestations. Est-ce que ça peut pas être une vitrine politique? Alors attendez, parlons d'abord du principe. D'abord, est-ce que oui ou non c'est imaginable de boycotter un pays organisateur d'une Coupe du Monde? Moi j'espère que oui. Je veux dire, je ne vais pas revenir sur les périodes de l'histoire, organisation de Coupe du Monde ou de Jeux Olympiques. Je ne fais pas raison, mais juste, je pense que rétroactivement, je pense que tout le monde admettra que c'était une erreur d'aller à Berlin en 1936. Un minimum. Bon. J'espère qu'on commence à se dire que c'était peut-être une erreur d'aller en 78. Moi, j'étais contre à l'époque. Je me suis fait virer d'un lycée pour ça. En Argentine. Parce que... Johan Cruyff n'était pas allé, justement. Et Cruyff n'était pas y allé. Et rétrospectivement, je me rappelle que les débats étaient les mêmes. Même Dominique Rocheteau se posait les mêmes questions. Est-ce que finalement, il vaut mieux pas les dénoncer sur place? Bon, à la fin, c'est quand même les généraux argentins qui, pendant qu'on est en train de torturer dans les caves, etc., pas très loin du stade, remettent la Coupe du Monde. Donc, on voit bien qu'il y a, à un moment donné, une utilisation politique de ce genre d'événement qui rend crédible le boycott. Alors, ça, c'est son principe. Est-ce que on en est là avec les États-Unis? Moi, déjà, je suis content que le débat ait eu lieu. Parce que je suis d'accord avec le fait que personne ne le rejette comme ça. Ça paraît pas lunaire. Ça paraît pas lunaire. C'est pas quelque chose... j'entends ce que vous dites. Vous dites, par exemple, s'il envahissait le Groenland, on pourrait peut-être rediscuter. Bon. Et je pense que ça rediscuterait immédiatement. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on a franchi un pas. Oui, mais pourquoi on a franchi un pas? Parce que vous parliez de cet homme, et c'est intéressant, Gianni Infantino. Alors, on sait que Donald Trump est très déçu de ne pas avoir reçu le prix Nobel de la paix, mais il pourra se consoler. Il a reçu le tout premier prix de la paix de la FIFA. C'est très sérieux. Hein. Donald Trump, d'ailleurs, a qualifié cette remise d'un des plus grands honneurs de sa vie. On sait que Donald Trump, en général, est toujours dans l'excès dans les mots. Je vous vois regarder et lever les yeux en l'air. Mais c'est vrai que tout de même, tiens, c'est à vous que je vais la poser. Ça commence à être un peu gênant, cette relation entre Gianni Infantino et Donald Trump. Dans le bureau ovale, il a cité les favoris. Alain Giresse était ici présent à votre place. Il a cité les favoris, Espagne, Allemagne, Brésil. Il n'a pas cité la France. En demandant à Alain Giresse me dit, ça ne m'étonne pas, il déteste la France. Au-delà de ça, c'est vrai que c'est un personnage qui pose question pour le sport qu'est le football. Vous parlez de choses gênantes. Il y a beaucoup de choses gênantes qui sortaient de la bouche et du bureau de Gianni Infantino, qui, tant qu'il était le monsieur loyal à la FIFA, était apprécié de tous. C'est celui qui ouvrait les boules lors des tirages au sort et qui avait donc avec son crâne dégarni une image très sympathique. Mais Gianni Infantino a planté un couteau dans le dos de Michel Platini pour atteindre les sommets de la FIFA. Et Gianni Infantino ne pense qu'à mais qui se sert de qui? Développer le football au nom de l'argent. Ça va vous rappeler, donc très certainement. On dit beaucoup que la politique intérieure et surtout extérieure de Donald Trump ne vise qu'à favoriser le business américain. Gianni Infantino ne prend des décisions que pour favoriser le business de la FIFA, pour développer l'économie de la FIFA et maximiser le chiffre d'affaires de la FIFA. Donc l'argent n'a pas d'odeur pour Gianni Infantino, qui a élargi la Coupe du Monde, et ça c'est un débat beaucoup plus sportif, à 48 pays, ce qui est une incongruité sportive absolue. Vous allez avoir au premier tour des matchs qui vont se solder par des scores peut-être à 2 chiffres. Il n'est pas interdit de penser que certaines équipes vont encaisser 10 buts au premier tour, ce qui est absolument grotesque. Et puis il y avoir des énormes surprises aussi. De cette portée, il pourra y avoir... En effet, vous faites bien de le rappeler, et c'est d'ailleurs un des arguments de Gianni Infantino, la proverbiale universalité du football. Mais pour en revenir à ça, évidemment, Infantino, il a organisé la première Coupe du Monde des clubs aux États-Unis, et tant qu'on lui promet des revenus, du sponsor et de l'argent, il est prédateur. Vous parliez de l'Afrique, Claude Leroy, on le sait, ancien sélectionneur, 77 ans, fan du football tout court, mais du football africain en particulier. Il dit le foot c'est la vie, c'est pas Gianni Infantino, fier d'être dans le bureau ovale de Trump ou à Mar-a-Lago
Lago qui cautionne un président qui abîme l'Afrique en tuant des organisations. Vous parliez du USAID, c'est ça le drame de ce continent. Et il poursuit en disant, je me demande s'il ne faudrait pas appeler au boycott de la Coupe du Monde 2026. À ce point de vue-là, il s'entend fortement, c'est-à-dire que les États-Unis, on va revenir sur la géopolitique pure, mais le football, c'est quand même ça, une Coupe du Monde, c'est quand même ça. Avant les JO de Berlin, je rappelle qu'il y avait une Coupe du Monde de football en Italie, et même Jules Rimet, le fondateur de la FIFA français, disait que Mussolini en était devenu le président. Ce qui nous attend, ce qu'on va vivre sûrement pendant la Coupe du Monde. Donald Trump veut clairement utiliser la Coupe du Monde parce que il a un culte de la personnalité stalinienne de sa personne. C'est fou comme il s'est très vite emparé de cet événement. Mais il veut la lumière, il veut briller, il veut construire un storytelling où il est l'homme le plus important au monde. Il n'arrête pas de le répéter. Regardez comment il renomme tous les bâtiments, les lieux à son nom aux États-Unis. Il n'attend même pas que quelqu'un le reconnaisse. Est-ce qu'on peut imaginer un président américain conspué lors de la finale de la Coupe du Monde? Il ne s'est pas rendu au Super Bowl cette fois-ci. Alors, de toute façon, il ne voulait pas y aller parce que le Super Bowl, et notamment ce qui s'est passé à la mi-temps avec Bad Bunny, il savait que ça serait destiné contre lui. Ouais. Rappelez-moi, Vladimir Poutine avait assisté en 2018 au Sacre des Bleus. La différence, il était au stade, Vladimir Poutine. Oui, bien sûr. Mais la différence, elle est fondamentale entre Vladimir Poutine et notre homme. Non pas qu'ils soient des personnages très recommandables, loin de là. La différence, elle est où? C'est que Vladimir Poutine a utilisé la Coupe du Monde pour jouer la séduction, pour montrer que la Russie était redevenue un grand pays. Donald Trump, il prostitue la Coupe du Monde à sa gloire. Et Infantino, ça a été très bien dit, il est à vendre. C'est pas une nouveauté, tout le monde le sait. C'est d'ailleurs un des reproches que lui fait finalement Sepp Blatter, qu'il a trahi, qui aimait autant l'argent que lui, mais Blatter avait construit une FIFA qui regardait les États dans les yeux et s'imposait. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait de mon joli jouet? Tu es en train de le donner gratuitement à un homme, alors qu'on pourrait normalement s'imposer. John Infantino, il est à genoux. Il était devant le Qatar pour des sommes d'argent et pour des considérations de cet ordre-là. Il a été devant Poutine parce que c'était un homme puissant qui promettait une Coupe du Monde où il a dépensé des milliards. On est dans cette configuration. Quand je dis qu'il faut, entre guillemets, sauver le football de Donald Trump et John Infantino, c'est qu'il est quand même grandement menacé par cette logique-là. Petit point sur la Coupe du Monde à 48. En 10 secondes, on a terminé. Ouais. On aurait pu baisser le nombre d'équipes européennes et plus d'équipes africaines ou d'autres pays. L'universalité a été conservée, mais moins d'argent de fait. Bon, voilà qui est dit en tous les cas. Merci beaucoup, Éric Coquerel, monsieur le député, Simon Dutin, journaliste, et Nicolas Axis-Martov, journaliste. Et puisque vous travaillez à SoFoot, c'est l'occasion pour nous de dire que Christophe Glaise est emprisonné maintenant en Algérie depuis plus de 7 mois. Ça fera fin février 8 mois qu'il est incarcéré. Donc, non plus à Tizi Ouzou, il a été transféré dans une prison près d'Alger, à Koléa. Voilà donc pour le visage de Christophe Glaise, grand passionné de football et qui écrit notamment à SoFoot. Merci à tous les trois.